Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer un super investisseur, Noam. Bonjour Noam. Bonjour les filles, bonjour Corinne, bonjour Mélanie. Alors, je suis né à Grenoble il y a longtemps, en 1969. Alors, à plusieurs endroits différents. À Paris, en région parisienne, où je vis, dans les Alpes, où je vous fais de la location saisonnière, on en reparlera. Beaucoup en Touraine, autour de la ville de Tours. Et puis, j'ai une première incursion à côté de Lyon, vers Écully. Les deux en fonction des opportunités. C'est de faire des découvertes, d'apprendre des choses, beaucoup de projets, des projets. Voilà. Alors l'immobilier, c'est quelque chose d'assez tangible. D'abord, c'est un endroit où on habite, moi ou les locataires, ou des gens à qui je vais vendre un appartement. Et puis, c'est aussi quelque chose de très concret, puisque finalement, c'est un projet qui va se concrétiser physiquement, on peut le voir. Donc l'immobilier, pour moi, c'est ça. Alors, mon expérience passée me fait dire que les femmes sont plus intuitives et vont aussi peut-être plus au bout des choses que les hommes. Les hommes, par contre, c'est plutôt un peu plus brutal, un peu plus direct. On peut pas dire bourrin, si on veut. Tu peux. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes activités aujourd'hui? Alors, je suis un peu multitâche. Je fais du conseil aux entreprises en termes de développement, plutôt dans des industries comme la distribution, par exemple les hypermarchés ou les supermarchés, je crois que Mélanie connaît. Je fais aussi des fusions-acquisitions pour accompagner ces entreprises, toujours dans le thème du développement. J'ai moi-même créé une entreprise de conseil autour de ces sujets-là. Je suis investisseur en technologie depuis une vingtaine d'années, donc dans des entreprises de high-tech. Et puis, je suis bien sûr investisseur en immobilier. Ok, tu as ton entreprise, c'est ça ou J'ai mon entreprise. Et j'oublie la dernière chose, je suis aussi enseignant à Sciences Po Paris depuis une vingtaine d'années. Voilà, donc voilà, ça fait plein de choses. Je m'occupe beaucoup. Oui, le temps libre. Il n'y en a pas, des projets. Voilà. C'est le concept. Alors, tu nous as dit que tu investissais partout en France. Et pourquoi tu as choisi ces secteurs-là? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Comment tu as ciblé finalement les... Tu veux dire les géographies? Ouais. Oui, alors j'ai deux façons de faire. Des opportunités, un ami qui me parle d'un projet qui peut être intéressant. Et c'est aussi avec des règles très précises en termes d'investissement. C'est-à-dire que par exemple, j'estime qu'il faut que ce soit un produit qui soit liquide. Donc un de mes critères principaux, c'est l'emplacement. Que ce soit d'ailleurs pour du locatif ou pour de la revente. Le fond de ma pensée, c'est toujours de me dire, si demain matin je dois revendre ce bien d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il puisse se revendre rapidement. Donc l'emplacement pour moi, c'est absolument primordial, quel que soit le projet, qu'il soit patrimonial ou en termes de rendement et d'investissement. Ok. En termes de critères. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as investi dans l'immobilier au départ? Pourquoi? Le premier investissement, c'était ici, c'est mon appartement. Et en fait, c'était un projet déjà très compliqué parce que c'est une petite cour dans Paris. Ce n'était que des entreprises et donc c'était un local commercial qui était squatté. Et à l'époque, je cherchais pour loger, j'habitais seul il y a presque 25 ans maintenant. J'habitais seul et je cherchais 60 mètres carrés et je me suis retrouvé à acheter un appartement qui en faisait en fait le double parce que c'était un squat, ils avaient cassé le mur derrière et la personne m'a dit je vous vends l'appart si vous achetez l'autre morceau derrière aussi. Voilà, donc un commerce qu'il fallait transformer en habitation, un appartement squatté qu'il fallait vider, des trafiquants de drogue dans la cour et dans l'escalier, mais l'emplacement à côté de Bastille à Paris, numéro 1, et déjà à l'époque je me disais peut-être que dans 10 ou 15 ans, le quartier en plein centre de Paris sera bien meilleur, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc beaucoup de sueur, de peur, mais un super premier investissement. D'accord, donc ton premier investissement, en fait, c'était pour te loger, ta résidence principale. Voilà. D'accord, ok, super. Que tu as encore aujourd'hui, du coup. J'ai encore aujourd'hui, puis j'ai acheté au-dessus, en dessous, j'ai agrandi. Du coup, j'ai acheté tous les mêmes. Pas tout l'immeuble, mais j'ai aussi des immeubles. On en parlera après, si vous voulez. Ok.
Alors, donc selon toi, est-ce que il est plus difficile d'investir quand on est une femme? Est-ce que ça fait une différence? Alors, il y a 10-15 ans, j'aurais dit oui, parce qu'il y avait une image, un sujet de crédibilité par rapport aux différents intervenants hommes dans le métier. Mais comme dans les autres métiers, mon sentiment, c'est depuis 5, 7 ans, 8 ans, c'est beaucoup plus ouvert et démocratisé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a moins de ce sujet de crédibilité vis-à-vis des femmes, beaucoup moins. Et au contraire, mais dans d'autres métiers aussi. Hein. Je parlais de la distribution, voilà, typiquement. Avant, il n'y avait pas de directrice de magasin ou d'hypermarché, ou même des gens avec des postes de responsabilité beaucoup plus importantes. Et depuis quelques années, il y en a partout. C'est vrai. Ok. Ok, donc du coup, effectivement, voilà, tu trouves que ça, c'est en train de se réguler, enfin, s'équilibrer entre guillemets petit à petit. Oui, je pense que les choses évoluent vraiment, et donc il y a vraiment aujourd'hui la possibilité, l'opportunité pour n'importe qui, et les femmes en premier, d'évoluer dans l'immobilier comme les hommes. Il n'y a plus pour moi de différence, ou quasiment plus de différence, vraiment de manière très marginale. On trouve toujours des cas d'artisans, de quelqu'un qui va un peu rouspéter ou dire un mot de travers, mais franchement, c'est plus du tout le cas par rapport à, comparé en tout cas à 15 ou 20 ans. On passe en arrière. Alors, je vais te poser la question un petit peu différemment, parce que là, du coup, tu nous as donné le point de vue du comment les autres, en fait, donc les artisans, les banquiers, tout ça, peuvent se comporter par rapport aux femmes. Mais est-ce que tu as l'opportunité de côtoyer des femmes investisseuses, et est-ce que tu penses que du coup, peut-être elles osent moins, tout simplement, et que c'est pas forcément du fait des autres, mais juste en fait de leur propre fait, en fait. Non, c'est une question de confiance, mais là encore, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une différence homme-femme. Il y a des hommes qui n'ont pas confiance en eux, des femmes qui n'ont pas confiance en eux. Et une fois passé la première étape, non, de nouveau, moi je pense que les femmes, elles sont par contre plus intuitives. Donc parfois, elles vont sur des projets, pas forcément avec le bon chemin, mais avec l'intuition, et ça peut fonctionner aussi. J'ai des exemples de femmes investisseuses autour de moi, en immobilier ou en entreprise, en start-up, puisque je finance aussi des start-up, qui voilà, sont allées peut-être pas tout à fait de la même manière qu'irait un homme, plus réfléchi, mais de manière plus instinctive, et finalement, ça peut aussi très bien marcher. Ok, super. Ça marche. On a les deux côtés, tu vois. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta situation familiale? Est-ce que donc, tu vis seule, est-ce que tu as des enfants? Non, alors je suis marié, j'ai 2 grands-enfants, 19 et 20 ans, et que j'initie à l'immobilier. Donc une fille et un garçon. Vous voyez, donc les deux sont dans l'immobilier, enfin commencent dans l'immobilier, accompagnés par leur papa, bien sûr. Génial, c'est une chance. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel type d'investissement tu fais, quel type d'exploitation, du meuble, de la courte durée, du meublé, de la coloc, de l'achat-revente? Alors, je fais pas mal de choses, mais il y a quelques trucs que je fais pas. Je fais de la location nue, de la location meublée. Je fais de l'immobilier de rapport type immeuble. Je fais de la location courte durée en montagne. Oui, du LMNP, ça on en a parlé. Et par contre, je ne fais pas de colocation, par exemple. Voilà. Toujours avec la même idée vue par moi, hein, c'est que en termes de revente ou de liquidité d'un bien, quand vous êtes sur un projet immobilier, il faut pouvoir revendre rapidement. Donc rapidement, je vous avais parlé de l'emplacement, mais typiquement, je préfère un projet peut-être avec un tout petit peu moins de rendement qu'une colocation. Parce que si demain matin je veux revendre, ça sera un peu plus compliqué à revendre, un peu plus long. Donc dans ma vision à moi, dans ma perspective à moi, c'est pas une typologie de bien où j'irai en priorité. Ça ne veut pas dire qu'un jour je ne ferai pas de colocation, bien évidemment, parce que de nouveau des opportunités peuvent se présenter très intéressantes. Mais je préférais faire effectivement quelque chose qui soit entre guillemets revendable rapidement. Ok. Alors du coup je rebondis parce que tu nous as dit que tu faisais de la LCD à la montagne. Ouais. Donc là aussi, c'est dans un objectif de revente ou c'est plus plaisir? Non, alors j'ai beaucoup de partenaires en immobilier. Si c'est quelque chose d'un peu spécifique, les gens aiment bien investir tout seul. Donc j'ai commencé tout seul. Mais en fait, à un moment donné, quand on commence à gérer un gros parc immobilier, il faut savoir s'entourer de compétences. Donc, pour moi, il y a différents types de compétences. Il y a des gestionnaires. Et moi, je conseille, à partir d'un certain volume, d'avoir des gestionnaires, alors des gestionnaires de confiance, bien sûr, parce que sinon, c'est toujours mieux de choisir soi-même les locataires ou les emprunteurs. C'est aussi des partenaires en termes de projet, soit des partenaires financiers, bon, sachant que moi, c'est souvent moi qui fais plutôt le financement, mais je peux avoir des partenaires financiers, mais aussi opérationnels. Donc, je vais avoir des gens, par exemple, en montagne, je suis associé à 50-50, avec un partenaire qui fait la gestion opérationnelle des locations, et donc c'est un vrai projet de gestion locative,
Il se trouve qu'en ce moment, il y a une petite bulle immobilière en montagne, et donc on est en train de revendre une partie de notre parc. Donc on est opportuniste, même si ça fait plusieurs années qu'on a un parc locatif en montagne, on a aujourd'hui l'opportunité de revendre très bien certains biens, donc on fait tourner les biens et on les revend. Et puis en plus, je vois à la montagne, on a les connaissances qu'on des biens à la montagne aussi. Il y a eu vraiment une explosion des prix et puis finalement les loyers n'ont pas explosé de la même manière, donc la rentabilité finalement est moins intéressante et des fois un arbitrage avec une vente peut être plus intéressante que de conserver un bien finalement. Oui, et puis moi j'aime bien les projets un peu innovants, donc on a une approche assez innovante, on va dire très innovante mais assez innovante pour la montagne, c'est qu'on a racheté en fait des biens type pierre et vacances en fin de défiscalisation après 15 ou 20 ans, donc des biens très dégradés dans des immeubles très dégradés, mais là de nouveau dans des emplacements numéro 1. On va prendre un exemple, centre de Val Thorens, station la plus haute des Alpes pour skier. On achète 2 petits locaux contigus, on les fusionne, on nous fait une ouverture, on en fait un bel appartement très luxueux, très sympathique à l'intérieur. Alors effectivement dans une coque pas très agréable, parce que encore pierre et vacances pour 5, 10 ou 15 ans, mais par contre très bon emplacement, un petit cocon, et en fait on se rend compte que, en termes de locatif, on peut louer ça très cher, parce qu'on arrive à faire des appartements pour 6, 10, 15 personnes, ce qui est très rare dans ces stations-là, et deuxièmement, à la revente, évidemment, non seulement avec les années, l'immeuble pierre et vacances va se vendre un peu à d'autres personnes et va s'améliorer, et puis comme l'emplacement est numéro 1, vous êtes pied au ski, finalement vous allez vous retrouver sur les 2 tableaux, à la fois le locatif et potentiellement à la revente, avec une belle plus-value. Voilà, ça c'était une approche un petit peu, je vais dire, différente ou innovante de ce qu'on peut faire en montagne et quelque chose qui a bien fonctionné avec mon partenaire et qu'on fait depuis pas mal d'années maintenant. J'ai une question où je sors un petit peu du cadre parce que ça, du coup tout ce que tu dis ça me fait penser à des questions. Bien sûr. Donc tu dis au bout d'un moment tu as commencé à t'associer à certaines personnes. Est-ce que tu as senti un palier à partir duquel tu t'es dit bon là tout seul ça commence à être limite, il va falloir que j'aille chercher des associés en fait? Alors c'était un peu intuitif et un peu réfléchi. Intuitif dans le sens où s'il y a un gros projet qui est arrivé, par exemple j'ai eu l'occasion d'être ami avec un constructeur de maisons à côté de Tours, et donc un jour, l'occasion d'acheter des terrains pas chers. Donc je me suis dit, si j'y vais tout seul, c'est mon ami, ça se passera bien, mais peut-être un peu lourd à porter pour moi tout seul. Donc je lui ai proposé de s'associer avec moi, et finalement on s'est associés tous les deux, et donc c'était un petit peu opportuniste. Il faut dire que c'était un gros projet, c'est un projet avec 12 biens, il y a 4 maisons et 8 appartements. Donc c'était comme un petit lotissement. Donc c'était quand même un truc à porter, puis j'étais encore assez jeune, et finalement on l'a fait à 2, et voilà, c'était à la fois un peu réfléchi sur le volume, et c'était aussi à la fois un peu réfléchi sur finalement la gestion de l'opération, et même potentiellement après l'exploitation, parce que c'est encore lui aujourd'hui qui suit au quotidien l'exploitation de ce petit lotissement qu'on a conservé en locatif en l'occurrence. Donc à chaque fois c'est un mélange des deux. Ça n'a pas été un truc très, comment dirais-je, mécanique où je me dis tiens là je suis arrivé à tellement d'appartements que il faut que je les donne en gestion. Il se trouve que habitant à Paris j'ai quand même des biens un peu partout et c'est vrai que la gestion au quotidien c'est très lourd et vous avez vu toutes les activités que j'ai par ailleurs. Donc moi très vite je suis tourné vers des gestionnaires. Il faut savoir aussi que dans tout mon parcours, il y a une dizaine d'années, j'ai créé une agence de gestion locative très innovante sur Internet à Paris, que j'ai revendue depuis, mais j'ai vu de l'autre côté ce qu'était la gestion locative. Et on avait créé cette entreprise un peu rupturiste, très Internet, justement pour répondre aux besoins de propriétaires qui ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds avec les gestionnaires. Donc je sais exactement le métier et je sais exactement ce que je cherche quand je cherche, par exemple, des gestionnaires pour mes locations. On voit très bien qu'un des éléments clés, par exemple, c'est le dossier ou faire rentrer la bonne personne, au-delà de la gestion au quotidien d'un locataire. Et donc ça, évidemment, il faut que vous soyez avec un agent ou une agence qui fasse le travail comme vous le feriez vous. Ouais, ça c'est compliqué à trouver. Ouais. L'état des lieux, c'est possible. Et après, il y a une chance qu'on a quand on commence à être un peu plus gros, c'est que vous posez plus. Et donc, vous avez une meilleure écoute des agences. Et donc là aussi, il y a un rapport de force. J'aime pas utiliser ce mot, mais il y a une réalité qui fait que vous allez être servi comme un bon client. Donc, bien sûr, vous négociez mieux vos taux, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de faire entrer des bons locataires, qui aient un bon suivi, des bonnes relocations. Et là, quand vous avez 8, 10 appartements dans une agence, tout de suite, vous êtes un traitement un peu de faveur quand même. Alors au début, c'était pas ça, évidemment. Voilà. Moi, j'ai une autre question. Si c'est pas indiscret, tu parles d'association. Oui. Est-ce que tu peux nous dire si c'est du coup sous forme de SCI ou de société? Qu'est-ce que tu as
choisi? Sur quoi tu es parti? Alors, j'ai évolué aussi dans le temps, et puis c'est aussi opportuniste. J'ai commencé par des SCI à l'IR à l'époque, mais j'avais peu de revenus. Et puis au fur et à mesure des années, effectivement, en ayant plus de revenus et en payant plus d'impôts avec mes autres activités, je suis passé sur des SCI à l'IS. Donc j'ai des SCI à l'IR qui ont été transformés à l'IS, où j'ai créé directement des SCI à l'IS. Et puis j'ai d'autres formes qui sont un peu plus spécifiques, mais qui sont liées souvent à des sujets fiscaux pour le partenaire, par exemple. Par exemple, j'ai une SNC. C'est assez rare en immobilier, mais c'est un outil qui est assez intéressant et qui permet aussi d'optimiser pour les deux partenaires leur fiscalité. En l'occurrence, mon associé était un professionnel de l'immobilier et donc il avait besoin lui aussi d'un statut un peu spécifique pour pouvoir, ces 50%, optimiser sa fiscalité. Okay. Donc voilà, mais la SCI est un outil intéressant, la SARL de famille potentiellement évidemment si on veut faire du meublé, mais aussi quand on commence, on n'est pas forcément obligé de créer de société, on peut faire du LMNP, qui est un outil qui est aussi extrêmement intéressant pour démarrer. Oui, tu peux aussi acheter en indivision, si tu achètes en couple, oui. Avant de créer des SCI, effectivement. Alors, toujours la même chose pour moi, la flexibilité et ce que j'appelle la liquidité, l'indivision, quelle qu'elle soit, même si c'est en couple, il y a toujours un petit risque et il y a un risque d'illiquidité. À ce moment-là, je préférais peut-être une société où on est associé et sur lequel, finalement, il y a plus de liquidité sur les parts qu'une simple indivision. Mais voilà, après, chaque cas est différent et bien sûr, il faut étudier au cas par cas. Oui. Ok. Ok, tellement intéressant, ça donne envie de poser plein de questions. Mais on va. Allez-y, profitez-en. J'ai un petit peu plus d'expérience que certaines. Oui, voilà, c'est pour ça. Alors, avec ton expérience, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? Alors, ce que je déteste dans l'immobilier, c'est souvent le vendredi après-midi. Parce que le vendredi après-midi, c'est en général le moment où les locataires vous appellent en vous disant « j'ai une énorme fuite d'eau, on est à la veille du week-end, je reçois des amis ce week-end. » Et vous, c'est le pire moment évidemment pour essayer d'appeler un plombier, le vendredi à 17h ou à 18h. Et je pense qu'il y a une petite règle, parce que j'ai très souvent des appels le vendredi et surtout le vendredi après-midi. Voilà. Donc ça fait un des sujets que je déteste le plus. Voilà. Okay. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, c'est pas bon. Ce que j'appelle le petit appel du vendredi après-midi. Ça, surtout que la fuite d'eau le vendredi, quand tu essayes de joindre un plombier, c'est impossible. Voilà, c'est ça. À 17h, il te dit non, parce que si j'ai un souci, j'y suis pour tout le week-end, donc c'est pas la peine. Et ok, super. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier? En fait, j'aime concrétiser un projet, le finaliser, voir des gens qui vivent dans un bien que tu as imaginé et qui sont heureux. Par exemple, une maison, vous allez voir qu'ils vont planter des arbres, ils vont vous demander eux-mêmes d'améliorer la maison, mais à leur charge ou en partageant les charges, enfin des choses qui sont très positives et on se dit finalement on n'a pas fait ça pour rien. Au-delà évidemment des revenus que ça peut générer, c'est le plaisir d'avoir concrétisé quelque chose, de pouvoir le voir et de voir qu'il y a des gens qui vivent de manière heureuse. Et ça, c'est quand même super chouette. Voilà. Cool. Alors, l'immobilier n'est pas de tout repos. Tu connais cette anecdote puisque tu viens de nous parler du petit appel du vendredi. Est-ce que tu en as une croustillante à nous partager aujourd'hui? Alors, on pourrait y passer 3 heures. Mais il y en a une qui m'est venue tout de suite quand j'ai lu cette question que vous aviez posée un peu en avance. Un jour, on a reçu un appel et c'était « Bonjour, c'est la gendarmerie, vous pouvez venir récupérer votre maison. » Alors, vous dites « La gendarmerie ? Maison ? Quelle maison ? Quelle gendarmerie ?» Et il s'est trouvé que effectivement, la gendarmerie avait arrêté un de mes locataires qui faisait du trafic de drogue. Et quand nous sommes arrivés dans la maison, nous avons pu constater qu'ils avaient démonté tout ce qui pouvait être démontable et on pouvait imaginer avoir planqué de la drogue. Donc toutes les prises étaient démontées, les VMC démontés, enfin tout ce qui était encastré, la cuisine, était entièrement démonté. Donc ça, c'était une anecdote un peu bizarre, surtout qu'après, il a fallu se dire, maintenant que le monsieur est en prison, parce qu'il est parti en prison, comment récupère-t-on l'appartement? Et là, on nous a dit, il faut qu'il résilie son bail, parce que légalement, il est toujours locataire de votre appartement, même s'il ne paye plus. Oui, il est en prison. Donc, on a eu aussi un petit sujet de gestion, de comment récupérer la maison alors que le monsieur, il est en prison quelque part, mais on ne sait pas. Voilà. Donc, on a un peu triché avec la loi, c'est-à-dire qu'après 2-3 mois, on a appelé ses parents, son ex-compagne, et puis, on a récupéré la maison. On n'était pas tout à fait dans la légalité, mais c'était comme une anecdote assez croustillante. Bon, après, si vous en voulez, j'en ai beaucoup des anecdotes. J'en ai des aussi croustillantes.
Et celle-là était pas mal. C'était mal, on n'avait pas l'idée de la prison. On n'avait jamais eu. Nous avons voulu une deuxième, par exemple, il y a une locataire qui m'a loué une maison aussi avec un jardin, et puis elle est partie après 6 mois, et quand je suis venu récupérer la maison, en fait, elle avait creusé une mare dans le terrain pour mettre ses petits poissons. Elle était partie en laissant le trou dans un superbe terrain gazonné avec les restes d'une mare. C'était assez original. Voilà, on en trouve des choses incroyables parfois. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, à la limite, tu recouvres les terres et c'est. Ouais, il faut reniveler le terrain et planter du gazon, bien sûr. Tout est arrangeable. Hein. C'est quand même des choses bizarroïdes, quoi. Ok. Est-ce que dans tout ton parcours d'investisseur, tu as eu l'occasion d'avoir des mentors, des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont inspiré? Alors, pas des mentors, mais par contre, je suis toujours à l'écoute de tous les investisseurs, les projets, les expériences, parce qu'on apprend toujours beaucoup en fait des expériences des autres. Et donc, j'ai pas quelqu'un qui m'a dit tiens, lui me donne l'envie de faire de l'immobilier ou l'envie de faire tel type de projet. Par contre, je suis toujours très attentif et très à l'écoute des expériences des autres, parce qu'on apprend et on s'enrichit énormément à écouter les autres. Et des expériences croisées, ça permet effectivement souvent d'avoir des nouvelles opportunités ou d'éviter des pièges. Donc, très attentif, très à l'écoute, mais pas vraiment de mentor, on va te dire. Okay. Et du coup, comment tu fais pour travailler ton réseau, puisque tu disais j'investis avec d'autres personnes, tu nous as parlé d'un ami, mais est-ce que c'est toujours des amis ou est-ce que tu travailles ton réseau de manière professionnelle? Enfin, je ne sais pas comment tu travailles ton réseau. Alors, ça aussi, c'est une règle que les gens en général ne suivent pas. J'investis souvent avec des gens sur lesquels j'ai confiance, donc c'est effectivement des amis. Donc j'ai plusieurs associés, mais qui sont systématiquement des gens que je connais bien. Souvent, les gens n'aiment pas faire des affaires ensemble quand ils sont amis, parce que justement, il y a ce risque de se fâcher. Donc, évidemment, j'ai choisi des gens qui sont complémentaires de moi, avec qui je sais que professionnellement, on peut s'entendre. Même si on est amis, c'est pas sur le plan amical, mais vraiment sur le plan professionnel. Et effectivement, ça permet à la fois de partir sur des projets plus gros et d'avoir peut-être de nouvelles opportunités qui arrivent par lui. Mais j'ai jamais investi avec des gens que je ne connaissais pas en immobilier. Je préfère être en confiance, quitte à ce que parfois ça soit un peu difficile, parce qu'entre amis, il y a toujours des moments où il y a des tensions, mais qu'on arrivera à résoudre. Là aussi, c'est un choix un peu différent de ce que font les gens en général, parce qu'ils ont peur de se fâcher. Si on met les bonnes règles au départ entre amis, on sait que si tout va mal, on sait ce qu'on fait de manière commune, ça permet déjà d'éviter ce genre de cas. Après, le réseau, ça passe évidemment par les agences avec qui je travaille aujourd'hui et tous les intermédiaires sur qui je leur dis, par exemple, sur cette région en ce moment, ça m'est arrivé récemment, j'aimerais bien chercher un immeuble de rapport. Donc j'ai eu 3-4 agences qui finalement, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait sur le marché, me l'ont proposé en priorité, même parfois avant que ce soit sur le marché, ce qui m'a permis moi finalement de faire mon choix et de ne pas rentrer dans une bataille avec d'autres enchérisseurs sur certains biens. Et ça par contre, c'est ces agences-là qui t'ont du coup proposé le bien en priorité, en primeur, on va dire, c'est des agences que tu connaissais déjà? Ou alors oui, d'accord, ok. Avec des gens avec qui j'ai créé un lien et une activité dans le temps. Et effectivement, après, c'est toujours plus facile. Ouais. Mais là encore, toujours, l'idée, c'est vraiment être un peu opportuniste. Bon, évidemment, parfois, on cherche, on regarde dans les annonces, on les passe les unes après les autres, comme tout le monde, bien sûr. Et parfois, s'il y a l'opportunité d'avoir quelque chose d'un peu différent ou par un autre canal, ça permet d'avoir un projet peut-être plus intéressant et d'être moins nombreux sur un projet pour pouvoir arriver à sortir un projet chouette, quoi. Un truc sympa. J'avais une autre question par rapport au début de ta réponse. Donc, tu parles d'association, que tu t'es associé systématiquement à des gens que tu connaissais ou des amis, des gens avec qui tu avais confiance, des gens en qui tu avais confiance. Est-ce que tu as eu à un moment une association qui a échoué? Alors, j'ai pas d'échec dans le sens économique du terme, mais par contre, évidemment, il y a des tensions et parfois, ça arrive à ce qu'on décide d'arrêter. Ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Donc, on optimise, entre guillemets, l'arrêt. C'est pas quelque chose qui était prévu. On a aussi des projets qui évoluent. Vous pouvez dire à quelqu'un, on va faire du projet locatif dans le temps. Et puis, de manière opportune, tout d'un coup, on se dit, non, faut peut-être revendre. Du coup, le projet change de nature. Mais si on a tout préparé en amont, à la fois le modèle qu'on a choisi en termes de société et dans le partenariat, on s'était dit, si jamais un jour on doit vendre, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ça peut se faire. Ça pose pas de problème. Il n'y a pas vraiment d'échec. Donc, d'échec, non, j'en ai vraiment jamais eu.
Par contre, des relations qui se tendent, des sujets un peu plus compliqués, ça arrive souvent, surtout quand vous avez un qui est plus financier et un qui est plus opérationnel. Parce que le financier, il est toujours le bienvenu au départ d'un projet, il met l'argent. L'opérationnel, au bout de 2 ans, il vous dit « mais tu ne fais plus rien ». Oui, mais sans l'argent du début, il n'y a pas de projet. Donc là, parfois, il y a des petites tensions. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut bien préparer le terrain quand on fait une association avec des compétences différentes pour dire vraiment tous les cas. Qu'est-ce qui se passe à tel moment? Qu'est-ce qui se passe à tel moment? Tu es opérationnel, est-ce que tu es rémunéré ou tu n'es pas rémunéré, par exemple? Une question qui vient de manière assez classique. Quand il y a des décisions difficiles à prendre, ou des grosses décisions à prendre, comment elles sont prises? Une fois qu'on a préparer tout ça. Désolé. J'ai envoyé un petit message. Ouais, ça, c'était sûr. Déjà, on n'est pas noyé d'appels, donc c'est bien, en 20 minutes. Voilà, donc, en tout cas, c'est bien préparer le terrain avec son associé, permet justement d'éviter les conflits et de préparer éventuellement des évolutions. Parce que c'est comme une entreprise, on part sur un projet, parfois le projet évolue un petit peu. On peut partir sur une location nulle, puis on va finir en meublé. On peut partir sur du locatif, on va peut-être vendre le bien. Donc en fait, c'est vraiment, il faut être un peu flexible et opportuniste, mais il faut avoir les moyens de le faire. Et les moyens de le faire, ça se décide en amont. Ouais, c'est important ce que tu dis, c'est ce que nous on avait fait aussi quand on a décidé de s'associer. Ouais. On a dit ok, d'accord, on a les mêmes valeurs, on a la même envie d'entreprendre, voilà. Mais si ça se passe mal, comment on fait? Voilà, on a évoqué un certain nombre de points, effectivement, en disant c'est comme un mariage. C'est ça. Voilà, faut voir les bons côtés, mais aussi se dire voilà, si jamais ça se passe mal, si on a une des deux qui a envie d'arrêter, si on n'est plus sur la même longueur d'onde, comment on l'envisage? C'est important de l'aborder aussi, de ne pas voiler la face et de bien sûr, les côtés, quoi, en fait. Ouais, mais c'est comme ça que les associations durent. Sinon, il faut être 3, 2 contre 1 à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai une autre question avant la dernière, parce que l'heure tourne. Donc, tu es quelqu'un qui a de la bouteille en immobilier. Ça fait déjà plusieurs années que tu fais ça. En plus, tu as plusieurs activités. Tu dois voir un petit peu les messages du web qui sortent dans tous les sens. Tu fais un petit peu d'immobilier. Puis, au bout d'un moment, tu quittes ton job et tu vis de ton immobilier de manière rapide. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, je pense que c'est comme tout, il y a une courbe d'expérience, donc il faut apprendre. Alors moi, j'engage les gens en général à démarrer le plus tôt possible, effectivement, surtout les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier. Moi, j'ai commencé avec mes premiers salaires. C'était un objectif extrêmement précis. Je m'étais dit, à 50 ans, j'arrête de travailler grâce à l'immobilier. Tout ça, c'était il y a 25 ans. Après, on fait son expérience. Alors, à l'époque, c'était peut-être un peu plus facile dans le sens où on pouvait avoir des emprunts peut-être un peu plus facilement. On avait besoin de mobiliser moins d'argent. Mais quand même, c'est un métier. C'est-à-dire que je pense que l'immobilier, c'est pas quelque chose qui vous tombe tout de suite comme ça, et c'est très facile de gagner de l'argent, surtout aujourd'hui. Les rendements sont moins élevés aujourd'hui qu'il y a quelques années. Les prix d'immobilier ont aussi beaucoup évolué, beaucoup augmenté. Et donc, se dire j'arrête tout et je vais vivre 100% de l'immobilier immédiatement, je pense que pour y arriver, il faut avoir un projet quand même très précis et c'est pas évident. Après, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle start-up aujourd'hui, on ne se paye pas pendant 2 ou 3 ans. Donc on peut imaginer, se dire, si c'est vraiment un projet de vie, on peut aussi se dire, j'ai mis un peu de côté aussi pour vivre pendant 2 ou 3 ans et j'amorce la machine et à ce moment-là, je peux peut-être y arriver. Mais le temps béni où les loyers remboursaient largement le crédit et vous laissez un peu d'argent est de plus en plus difficile, n'existe plus, et c'est de plus en plus difficile d'arriver à faire ça immédiatement, ce qui n'empêche pas que, on peut vivre de l'immobilier, j'en suis certain, mais ça demande quand même un peu de temps et d'avoir trouvé un modèle qui permette de le faire. Donc, par exemple, je vous parlais d'un modèle très innovant tout à l'heure sur les stations de ski et la façon dont on faisait du locatif. On est sur un modèle qui, pour le coup, peut permettre d'en vivre après quelques années pour quelqu'un ou 2 personnes qui se lancent. Ok, merci pour ce retour, c'est cool. Alors, le mot de la fin, du coup, donc si on revient 25 ans en arrière, lorsque tu as démarré, donc quelqu'un de novice qui a envie de se lancer dans l'immobilier, et maintenant, du coup, avec ton expérience, quel conseil tu te donnerais? Alors, le premier conseil, c'est s'y prendre tôt, le plus tôt possible. Ça, je crois que c'est très important.
Ce que j'ai dit tout à l'heure, l'emplacement. Dans le commerce en général et dans l'immobilier en particulier, la meilleure liquidité, la meilleure résilience à une crise, c'est quand même l'emplacement, quel que soit le modèle immobilier qu'on choisisse. Donc, choisir avec soin son emplacement, c'est pas forcément un endroit cher, mais c'est un endroit qui sera peut-être plus tard cher. C'est-à-dire en périphérie d'une grande ville, sur une zone qui a peut-être été moins vite développée, mais vous savez que dans 10 ans, cette zone-là, elle va progresser parce que le reste de la grande ville aura progressé. S'amuser, même si ça a l'air un peu bizarre, c'est quelque chose d'immobilier dans lequel en fait on fait des découvertes tous les jours et on s'amuse. Il y a un plaisir à créer un projet, il y a même un plaisir à trouver un financement, étonnamment à ce qu'on pourrait penser, et à le concrétiser et à finir son projet et avoir des gens dedans. Voilà, je crois que c'est les deux choses que je conserverai. C'est commencer tôt, ne pas hésiter à prendre un peu de risque et l'emplacement. Voilà, les trois pour moi, les trois critères qui sont vraiment très importants si demain je devais recommencer à zéro. Ok, super. Merci à toi. Merci à toutes les deux. Une vision projet en fait à chaque fois. Tu vois, exactement, c'est mon côté consultant. Et voilà, c'est super. Merci en tout cas pour ce moment partagé, c'était super. Eh ben, écoutez, avec plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup Noam. Au revoir. À très bientôt. Salut.